Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 28 novembre 2023. En ce moment, il m'arrive pas mal de choses, à chaque fois je vous dis « Oh, j'ai pas eu le temps de voir les news ces derniers jours, etc. » Bon, souvent j'ai des bonnes raisons quand même, mais voilà, cette fois-ci je vais essayer de revenir un petit peu plus régulièrement. Là ça fait quelques jours que j'ai pas passé les news, donc je pense être passé à côté de 2-3 trucs. Néanmoins, vous allez voir, il y a des sujets assez sympas pour aujourd'hui. Je voulais commencer avec ce tweet que je trouvais totalement anecdotique, que j'ai posté. Et franchement, il a bien marché et tout, et je m'attendais pas à ça. Il y a eu pas mal de retours, c'était assez intéressant. Et en fait, c'était juste pour vous partager un peu mon ressenti autour de la hype des inscriptions. Les inscriptions, c'est des sortes de NFT qu'on peut inscrire sur Bitcoin. Et il y a une caractéristique de ces inscriptions, c'est que on peut pas les décaler. La première inscription qui a été faite, ce sera toujours la première, etc., etc. Il y a cette notion historique en fait avec les inscriptions. C'est comme des NFT historiques si on préfère. Et du coup, ces inscriptions sur Bitcoin, ça fait un moment que ça existe. Vous les connaissez probablement sous le nom d'ordinals, etc. Et ça a commencé à émerger sur d'autres blockchains. Polygon notamment, il y a eu Avalanche aussi, Solana je crois, enfin bref, c'est apparu sur plein d'écosystèmes, il s'est passé pas mal de choses. Alors il y a probablement des choses à faire, il y a probablement encore de la hype, etc. Mais c'est quand même marrant, le jour où il y a eu le gros pic sur Polygon autour de ces inscriptions, c'était le 16 novembre, et on peut le voir sur le graphique, le 16 novembre on était par là, donc c'était le top local sur Polygon. J'ai pas été vérifié précisément pour Avalanche et pour Solana, mais je sais qu'on a eu un gros pic aussi sur Avalanche, et il me semble que ça concorde assez bien avec le point haut local, ou en tout cas on n'était pas très loin. Solana, faut voir, mais je pense que ça concorde assez bien aussi. En tout cas sur Polygon c'est vraiment parfait, c'est à partir du 16 novembre que ça a dumpé, on était autour des 90 centimes le 16 novembre et là aujourd'hui on est plus autour de 73-75 centimes, donc c'est pas une petite baisse quand même, un petit 20%, donc voilà, les inscriptions déjà ça avait marqué un petit peu le top local en mai 2023 quand il y a eu la hype justement des ordinals, de PP, etc. Alors PP ça avait rien à voir mais c'est arrivé en même temps. C'est marrant de voir que c'est pas sûr encore, peut-être qu'on va repartir dans 2 jours et qu'on n'était pas sur un bottom de marché, un top local récemment. Mais bon, c'est quand même marrant si les inscriptions elles ont refait un top local de marché comme ça, on verra dans les prochains jours. Et un autre truc qui confirme un petit peu mon idée d'un top local de marché crypto, c'est Binance qui a listé l'UST classique. Alors l'UST classique, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette affaire, c'est le Terra USD, le stablecoin de Terra qui avait des pegs, qui vaut quelques centimes aujourd'hui, il valait 1 centime avant qu'il se passe des choses, mais alors j'ai pas réussi à retrouver la proposition sur la gouvernance de Terra classique, mais a priori il y aurait peut-être des petites manigances, des petites carabistouilles autour de ça, de plans pour exit pump les USTC, etc. Bon, j'ai vu des choses, mais j'ai pas retrouvé ce post en particulier, donc c'est pas très grave. En tout cas, il s'est passé des choses du côté de l'UST classique, du côté du Luna classique, tout cet écosystème a pumpé. Je sais pas si c'est en lien avec le fait que Do Kwon, il y a des rumeurs comme quoi il risque d'être extradé. Enfin, je crois pas que c'est des rumeurs, il me semble que c'est même officiel. Mais bon, moi, j'aime pas trop ce genre d'événement. Généralement, quand on a ce genre de crypto, littéralement des cryptos qui n'ont aucun fondamentaux et qui se mettent à pump frénétiquement, c'est pas le meilleur moment pour le marché. Mais bon, ça c'est que mon avis. Bon, c'est vrai que si on regarde rétrospectivement, c'est arrivé plus d'une fois où on a ce genre de hype, ce genre de vague et boum, ça corrige et c'est pas nouveau. Dogecoin, il avait explosé en janvier 2018 et c'était déjà le début du bear market 2018. On a Blast, à toujours cette saga Blast. J'ai fait une petite vidéo sur la chaîne principale et en plus j'ai même pas abordé tous les points négatifs qu'on aurait pu reprocher à Blast, mais l'histoire elle continue de prendre certaines proportions, bon c'est pas très grave. Le 24 novembre, j'ai un petit peu de retard, il y a Pacman, donc c'est le fondateur, le créateur de Blur et de Blast, qui a fait un petit thread pour expliquer qu'il y a des rumeurs et tout, c'est mal compris, Blast, etc. Je pense qu'honnêtement, c'est un très bon menteur. Bon, j'abuse peut-être un petit peu avec le mot menteur, mais bon, il m'a pas du tout convaincu son thread où il essaye de démentir que c'est pas un Ponzi, etc. Blablabla. Suite à ça, on a aussi c'est vrai, j'avais pas retrouvé le tweet. On avait le CEO de Paradigm. Non, je suis pas sûr que ce soit le CEO. En tout cas, c'est quelqu'un de chez Paradigm qui avait fait à son tour un tweet ou un thread
Je crois que c'était un thread pour dire qu'ils étaient pas du tout pour la manière dont Blast s'est mis en avant, etc. Ils pensaient pas du tout qu'ils allaient se passer ça. C'est la vie malheureusement. Blast, c'est en train de tout exploser entre guillemets en termes de TVL. 600 millions en une semaine à peu près, c'est énorme. Alors, ça se tasse un petit peu ces derniers jours, mais ça, c'est le genre d'événement quand même qui montre qu'on n'est plus dans le bear market de 2022, hein, comme on l'a vécu. Il se passe des choses et typiquement, Blast, c'est un truc sur lequel il n'y a rien. Mais il n'y a vraiment rien. Il n'y a même pas de blockchain, il n'y a même pas de testnet, il n'y a pas de token, il n'y a pas de smart contract, il n'y a absolument rien. C'est une sorte de portefeuille, parce que c'est un multisig, mais on ne sait pas trop à qui appartiennent les signatures, donc c'est une sorte de portefeuille du patron de Blur, sur lequel il y a plein d'argent qui sont déposés, de l'Ether, des DAI, qui sont déposés du coup sur Lido et sur Maker pour générer des intérêts. Ces intérêts d'ailleurs, à qui ils vont être restitués, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, il y a zéro fondamentaux, littéralement, au projet Blast. Et je l'avais dit dans ma vidéo, mais j'aime bien le répéter, pour moi, c'est l'exemple parfait pour faire la part des choses entre les bons créateurs de contenu autour des airdrops et les mauvais. Ceux qui vous mettent en avant cet airdrop en vous disant que c'est un bon airdrop, que vous pouvez gagner de l'argent ou quoi que ce soit, c'est des menteurs, ils farment pas d'airdrop et ils sont juste là pour se faire des sous sur le dos de la communauté. Parce que bien évidemment, il y a des liens d'invitation sur Blast. Si vous utilisez les liens d'invitation, les créateurs qui vous ont foutu ces liens, ils vont avoir des avantages, etc. Donc ils ont tout intérêt à vous partager ces liens. Mais bon, ça c'est que mon avis. Peut-être que je me trompe et que Blast ce sera le plus gros airdrop qu'on ait jamais vu et ça va être super, etc. Je pense qu'il y a mieux à faire honnêtement. Mais bon, ça c'est que mon avis. On a Shidao aussi, le protocole autour du MAI. Alors le MAI, j'en ai pas mal parlé en mal. J'ai pas été creusé en détail parce que j'ai pas eu le temps. Mais a priori, il y a eu des décisions sur la gouvernance pour essayer de refaire venir le MAI à son PEG. Alors, ça date quand même du 7 novembre et du 11 novembre, hein, les deux posts que je vous affiche là. Ça a pris un peu de temps à s'activer, mais pas hier, il y a 2-3 jours, à partir du 25 novembre, il s'est passé un truc sur le MAI. Je sais pas trop si c'est des gens qui anticipent ou alors si c'est le mécanisme qui a commencé à se mettre en place. Mais voilà, le MAI, il est revenu à 90 centimes. Ce qui reste catastrophique hein, pour un stablecoin, et je pense qu'il y a toujours le problème il y a une adresse sur le MAI qui peut minter autant de MAI qu'elle veut pour aller apporter des liquidités sur différentes blockchains, etc. Et c'est des MAI qui sont backés par rien du tout. Et ça, pour moi, c'est mort, c'est pas concevable tout simplement. Imaginez que derrière les USDC, il y a 20 milliards d'USDC, mais il y a 10 milliards de collatéral derrière, mais vous en faites pas, il y a 10 milliards d'USDC, ils servent juste à être là pour avoir des liquidités, etc. Je trouve ça totalement absurde, mais bon, on verra bien. MAI, personnellement, j'y touche pas. Je suis un petit peu parce que ça m'intéresse, ce genre de cas de figure. J'ai l'impression que ce stablecoin, il doit mourir, mais il veut pas se laisser mourir. Bon, on verra. Ils vont probablement réussir à le réanimer. Hein. J'ai vu des cas de stablecoin qui ont réussi à faire des comebacks de nulle part. Il y a le VAI de Vénus, par exemple. Je vais vous le montrer 2 secondes à l'écran parce que c'est vraiment un très bon exemple. Alors là, vous voyez, il a 1$ et tout, c'est un stablecoin. Si on regarde sur 24 heures, sur une semaine, allez sur 30 jours, je crois que ça marche aussi. Il a l'air plutôt stable. Il y a de la fluctuation, mais c'est un stablecoin, c'est normal. Mais regardez, si on met en maximum, c'était n'importe quoi. Il y a un moment, en littéralement une semaine, peut-être un peu plus, un petit mois, on est passé de 75 centimes à 1,08$. C'est pas un stablecoin ça. Mais bon, les choses se sont plutôt bien passées pour Vénus. Maintenant, a priori, ils vont se déployer sur d'autres blockchains. Il y a un délire avec Layer 0 et tout. Ça a l'air intéressant et du coup, le stablecoin a réussi à retrouver son PEG. Mais bon, c'est un tout petit stablecoin. Hein. Il y a 4 millions de dollars sur le VAI. Le MAI, pour le coup, il est plus gros que ça. Il est à 24 millions. Ouais, c'est ça, 25 millions de market cap. Mais il y en a 27 millions en circulation. Enfin, même ce chiffre, il est un petit peu questionnable, hein, parce que qu'est-ce qui est vraiment en circulation ? C'est compliqué, avec l'adresse qui minte plein de faux mailles, etc. Bref. On a une saga qui a l'air de se mettre en place autour de cette transaction. Je pensais que c'était juste un truc anecdotique de quelqu'un qui avait fait une faute, une faute de frappe ou je sais pas quoi, en envoyant sa transaction. Vous en avez forcément entendu parler, je pense, si vous êtes un minimum sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui a passé une transaction avec 83,65 BTC de frais, 3 millions de dollars de frais de transaction pour envoyer 50 bitcoins.
c'est déjà une petite somme, 50 bitcoins, mais ça fait beaucoup de frais de transaction pour envoyer 50 bitcoins. Et du coup, là, il y a un compte qui s'est créé sur Twitter, un compte qui s'appelle Hackers Paid 83,5 bitcoin fee with my money. A priori, le gars, il dit que c'est sa clé privée, que dès qu'il a mis du bitcoin dessus, il y a une transaction qui est passée, il s'est fait avoir. C'est peut-être un hacker justement c'est peut-être le hacker qui a créé ce compte justement et qui essaye de... Je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais bon, c'est assez particulier ce qui s'est passé. On va voir ce qui va arriver dans les prochains jours, mais je pense qu'on est au début d'une petite saga. Ça me rappelle une adresse Bitcoin qui n'avait pas bougé pendant 11 ou 12 ans, je sais plus, et d'un coup il y a un compte qui est apparu sur X de quelqu'un qui disait mais attendez, c'est mon adresse, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années, ouah la reine elle est morte, etc. C'était assez rigolo, et quand on regardait vraiment son activité sur X, enfin sur Twitter, parce que déjà il se réveille, enfin, je crois que ça s'appelait encore Twitter, c'était juste avant que ça s'appelle X, mais le gars il se réveille, au bout de 10 ans de coma, il se passe tellement de choses. Bref, a priori, il n'y avait pas d'activité sur son compte Twitter, donc c'était peut-être vrai, mais bon, j'ai pas la preuve tangible que c'est vrai, mais cette histoire elle était assez rigolote, donc a priori on va avoir une nouvelle saga autour de ça. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis le 26 novembre, donc je vous tiendrai au courant si jamais je vois des choses par là, parce que ça m'intéresse. KyberSwap, ils se sont fait hacker il n'y a pas si longtemps, il me semble que j'en avais parlé dans la dernière vidéo de news, une cinquantaine de millions de dollars, je crois que c'était un peu moins au moment où j'en avais parlé, et du coup c'est monté un petit peu après, 55 millions de dollars quasiment. Et la team, évidemment, ils ont proposé un bug bounty aux hackers de rendre 90% des fonds et de garder 10%, etc. Mais il y a des fonds aussi qui ont été restitués à KyberSwap par des bots qui ont front-runné le hacker, donc qui ont réussi à passer les transactions avant lui. Ça arrive de temps en temps. Quand il y a des hacks, c'était arrivé sur Curve il n'y a pas si longtemps, et quand il y a eu le hack de Curve, il y a des bots qui ont front-runné le hacker et qui ont réussi à prendre des fonds avant lui. Voilà, c'est assez intéressant. Bon, techniquement, je vous expliquerai pas plus que ça, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour KyberSwap. Il y a au moins un minimum de fonds qui ont été restitués. Là, on voit que des transactions sur Polygon Scan, mais il me semble qu'il y en a eu sur d'autres blockchains. Je crois qu'il y a eu Avalanche, on le voit de toute façon sur le tweet, et je crois qu'il y a eu Arbitrum aussi, quelques fonds qui ont été restitués dessus. Donc plutôt bonne nouvelle, c'est encore très peu. Hein. C'est très peu par rapport à tout ce qui a été volé. Hein. C'est 10% des fonds à peu près. On verra si le hacker va rendre les fonds ou quoi que ce soit. En tout cas, au début, il avait l'air d'être pour discuter, pour négocier. Donc on verra bien ce qui va en advenir de tout ça. OKFR qui nous partage cette news autour de Cosmos. Alors il y a eu deux news. La première, c'était la proposition 848 qui a été acceptée. Et cette proposition, elle change quoi sur Atom? Elle change c'est pas vraiment un halving, elle change l'inflation du réseau, mais elle a été à peu près divisée par deux, cette inflation. C'est pour ça qu'on a vu le terme de halving et tout, par-ci par-là. De base, l'inflation, je me souviens plus à combien elle était, je crois que c'était 17% APR, ce qui donnait une vingtaine de pourcents APY. Et maintenant, l'inflation maximum, c'est 10%. Et je crois qu'en APY, ça donne 13-14%, quelque chose comme ça. Donc écoutez, pour le coup, c'est une plutôt bonne nouvelle. Je trouve que l'inflation sur Atom, elle était beaucoup trop élevée. C'était vraiment trop élevé. Mais suite à ça, il y a eu une petite dinguerie. Un des cofondateurs de Cosmos et Tendermint abandonne le projet et décide de lancer son propre fork Atom One. Alors généralement, ce genre de fork, ça se termine jamais bien. On va voir ce que ça va donner quand même. Et a priori, du coup, si c'est vraiment un fork, le vrai terme, pas comme Cardano par exemple, où là c'est le cofondateur qui a été créé un autre projet, mais si c'est comme Ethereum classique, en fait, si vous avez des atomes sur la blockchain Cosmos, vous allez avoir du Atom One, puisque le fork, en fait, il reprend la blockchain à un instant T, sauf qu'il modifie certains paramètres, et hop, on part sur quelque chose de nouveau. Bon, on verra bien. A priori, vous aurez peut-être des tokens comme ça. C'est plus ou moins un airdrop, on pourrait dire. On va voir si ça va marcher, ce Atom One, si ça va vraiment être lancé ou quoi, parce que pour l'instant, je suis pas sûr que ce soit déjà lancé. Il me semble que c'est plus au niveau de projet pour l'instant, mais on verra ce que ça va donner. Il y a eu un petit peu de pump and dump d'ailleurs du côté du Atom. Quand il y a eu la première news avec l'inflation, ça a plutôt profité au cours du token. Ensuite,
ça a plutôt descendu, mais je suis pas sûr que ce soit par rapport aux news ou quoi que ce soit, ça colle pas niveau timing, je pense que c'est plus par rapport à l'état du marché en ce moment qui a l'air de se calmer un petit peu, on est bien monté ces derniers jours, donc ces dernières semaines même, donc je pense que c'est juste un petit retracement tout bête du côté d'Atom. Prime Protocol, ils ont partagé ça, et ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais là je vois la courbe et je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la TVL elle monte d'un coup sur Prime Protocol? Prime Protocol, c'est un protocole de prêt d'emprunt cross-chain, ça veut dire qu'on peut déposer des cryptos sur une blockchain A, emprunter sur une blockchain B. J'adore ce protocole, il y a un airdrop à farmer en plus de ce côté-là, et du coup je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ajouté quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit? A priori, pas du tout. Ils ont rien ajouté de nouveau. Il y a juste, alors je sais pas si c'est une ou plusieurs adresses, hein, je n'ai pas été vérifié on-chain, mais je suis sûr que c'est ça en tout cas. Il y a plein d'USDC qui ont été déposés du côté de Moonbeam sur Prime Protocol. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est pour farmer l'airdrop de Prime Protocol, parce qu'en ce moment, en fait, quand on dépose des USDC ou des USDT ou du Glimmer, on a des intérêts en Glimmer et du coup on peut faire la boucle. On dépose, on emprunte, on dépose, on emprunte, et je pense qu'il y a une baleine qui a tout simplement déposé des USDC, une belle quantité d'USDC, et qui fait la boucle, hein. On va voir s'il y a beaucoup d'USDC qui sont empruntés du côté de Moonbeam. On voit qu'il n'y a pas tant de liquidités que ça qui sont disponibles. Vous voyez, il y a 650 000 $, alors qu'il y en a 5 millions de déposés, donc c'est qu'il y a des baleines qui font des boucles a priori sur l'USDC, donc je pense que c'est pas anodin, je pense que c'est ça. Je pense que c'est clairement une baleine qui fait des boucles. On pourrait le vérifier sur D-Bank, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure non plus. J'ai encore pas mal de news, donc on va passer à la suite. En tout cas, Prime Protocol, c'est plutôt sympathique. On a Range Protocol aussi, je le cite vite fait ici parce que je pense que c'est un airdrop qui est un peu sous-coté. C'est un protocole qui n'a pas de token. Concrètement, c'est quoi? C'est un optimisateur. Non, c'est pas le bon mot, optimisateur. Je suis même pas sûr que ça se dit d'ailleurs en français. C'est un réarrangeur de position sur Uniswap V3, PancakeSwap et compagnie. C'est assez intéressant comme type de protocole. Je vous en parlerai un petit peu plus parce que je pense que sur la chaîne principale, je vous referai une vidéo autour d'airdrops qui sont un peu sous-cotés, dont on n'entend pas trop parler, mais qui sont des projets intéressants. En plus, vous voyez qu'il y a quand même eu du volume, hein, 1 milliard de dollars de volume sur Range Protocol, et c'est pas un protocole de perpétuel ou quoi que ce soit, hein, donc il n'y a pas d'effet de levier sur Range Protocol, donc si c'est 1 milliard, c'est 1 milliard, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on va voir ce que ça va donner, en tout cas je vous en reparlerai sur la chaîne principale, ça c'est sûr. Je suis d'assez près Range Protocol, même si je suis pas forcément sur le protocole ou quoi que ce soit, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Allez, on a deux petites news autour de Starknet. En ce moment, il y a pas mal de rumeurs comme quoi l'airdrop arriverait bientôt. C'est même plus que des rumeurs puisque il y a pas si longtemps, il y a eu une sorte d'offre de la part de Starknet pour les contributeurs à l'écosystème qui recevraient des tokens Stark. Et du coup, il y a encore plus la rumeur du coup que l'airdrop va tomber pour cette fin d'année, etc. On verra bien si ça tombe sur cette fin d'année. En tout cas, on atteint des ATH sur le nombre de transactions journalières et de transactions par seconde sur Starknet. Et un autre truc aussi qui est assez marrant, c'est les recherches Google. Il y en a certains peut-être qui vont me dire c'est pas pertinent de faire des recherches sur 5 ans, etc. Bah en fait si, hein, sur Starknet c'est pertinent parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait ça doit faire à peu près 5 ans que Starknet ils ont fait leur première levée de fonds, etc. que le projet est en développement. C'est pas récent du tout Starknet, c'est vraiment un projet qui est en train de build depuis un petit moment. Donc en ce moment c'est cool de voir que les recherches autour de Starknet atteignent des plus hauts, etc. Il y a une certaine hype de ce côté-là. Donc si vous n'avez pas encore commencé à farmer du côté de Starknet, j'ai peur que ce soit un peu tard, comme pour Layer 0. Mais bon, on ne sait jamais, il y a des choses sympas à faire sur Starknet. Je vous en ferai bien une petite vidéo d'ailleurs aussi. On verra si c'est une vidéo plus Quadbo sur la DeFi que je ferai sur la chaîne secondaire ou une rétrospective un peu plus large, et dans ce cas-là, je le ferai sur la chaîne principale. En tout cas, abonnez-vous pour ne pas rater ça si ça vous intéresse. Je me rends compte que ça va faire quasiment 20 minutes déjà et j'ai encore quelques news, donc je vais essayer de pas trop tarder. On a Mental qui nous fait un petit peu du mytho, je trouve. Il nous partage un truc du style maintenant on a 216 millions de market cap parce qu'il y a quelques jours il y avait que 70 millions, etc. Voilà, c'est monté si vite en si peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas trop dire ce qui a fait monter aussi vite cette TVL, même si j'ai une petite idée, on va aller voir. Il y a deux sites sur lesquels on peut traquer la TVL des Layer 2, c'est DeFi Lama et L2Bit. Sur DeFi Lama, on peut voir l'argent qui est déposé sur des protocoles. C'est important de préciser.
Donc l'argent qui va être sur des wallets, etc., on va pas pouvoir le voir sur DeFi Lama. C'est vraiment que l'argent qui est déposé sur des protocoles. Et actuellement, il y a 76 millions de TVL, ce qui est pas si mal. Alors c'est pas les 200 millions qu'ils nous annoncent, parce que les 200 millions en fait, on peut le retrouver du côté de L2Bit, on est même à 218 maintenant, c'est l'argent qu'il y a sur la blockchain, même dans les wallets, etc. C'est tout l'argent qui est sur la blockchain. Et je voulais faire un petit rappel par rapport au Layer 2, c'est quelque chose qui n'est pas sans risque. On va pas rentrer dans les détails de technique en fait de tous les risques qu'il peut y avoir sur des Layer 2, mais il y a 5 gros risques qui sont représentés par un petit camembert du côté de L2Bit. Alors, ça veut pas dire que s'il y a un camembert qui est ouvert, la blockchain elle est meilleure, mais ça vous donne quand même une idée d'où sont les risques sur un écosystème. Et Mental, c'est littéralement le pire camembert de tous les Layer 2. Alors, il y a des choses sympas à faire sur Mental, etc. C'est pas un écosystème qui me déplaît tant que ça. Mais c'est vrai que c'est Bybit qui est derrière et j'ai l'impression qu'ils ont fait un Layer 2 pour faire un Layer 2 et qu'au final, il n'y a pas grand chose à faire dessus, quoi, à part faire du Layer 2. C'est vraiment, il n'y a pas grand chose. Mais bon, ça c'est mon avis. Peut-être que je me trompe, que je rate plein de projets, etc. Mais voilà, je suis pas sûr de voir ce Layer 2 durer dans le temps. Et puis niveau sécurité, c'est pas terrible. Et un truc aussi qui est important, c'est de diversifier un petit peu son risque. C'est bien de farmer un airdrop sur un layer 2, etc. Mais évitez de tout mettre sur le même layer 2. On sait jamais, si un jour il y en a un qui pète, il y a un problème au niveau d'un bridge ou je sais pas quoi, vous allez être embêté si vous avez toutes vos liquidités sur ce layer 2. Alors que si vous êtes diversifié, vous risquez d'être moins impacté. Voilà, c'est un petit rappel comme ça. C'est un risque auquel on ne pense pas toujours, parce qu'on se dit oh, c'est bon, l'argent il est sur la blockchain, il n'y a pas de souci, hop, je fais ma transaction, ça marche super bien. Il y a eu des cas dans le passé où on a eu certaines catastrophes, je pense au bridge de Ronin, je pense au bridge multi-chain de Phantom, enfin surtout sur Phantom. Voilà, faites attention si vous êtes éparpillé comme ça sur plusieurs Layer 2, on ne sait jamais. On va terminer un petit peu cette vidéo avec 2-3 trucs sympathiques à aller faire si vous avez du temps. On a des quêtes du côté de Layer 3, du côté de plusieurs protocoles où on va pouvoir venir minter des NFT par exemple. On a Minfun, on a Sand. Il y a 2 quêtes qui sont dispo sur Layer 3. Je les ai pas encore fait, mais je pense que je vais les faire parce que c'est 2 airdrops que je farm. Enfin, Minfun, je suis pas convaincu qu'il fasse un airdrop, mais je peux farmer Zora dessus, donc je farm Zora avec Minfun, et Sand, j'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne principale, c'est une plateforme où on peut aller minter des NFT musicaux, etc. Maintenant ils ont lancé une sorte de SoundCloud, c'est assez intéressant, j'aime bien cette plateforme. Donc voilà, si jamais vous vous intéressez un petit peu à ces 2 airdrops, pensez à aller valider les quêtes sur Layer 3, et voilà. Je vous le mettrai dans la description si ça vous intéresse. On a 2 pools qui sont intéressantes sur Bifi Finance. Alors pour le tweet, j'en ai juste pris une, mais je vais vous montrer les 2 directement sur Bifi Finance. C'est du côté de la blockchain Polygon ZKEVM. C'est un layer 2 dont on parle pas trop, je trouve. En tout cas, il est un petit peu mis de côté, mais je sais qu'il y a des gens qui farment cet airdrop, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous avez de l'Ether par là, il y a 2 nouvelles pools qui ont été ajoutées sur Bifi. Alors ça vient par-dessus Balancer, donc il va falloir interagir avec Balancer, puis avec Bifi, etc. C'est un petit peu chiant, les frais sont pas non plus si peu chers sur Polygon ZKEVM, faites attention quand même. Mais voilà, on a des pools autour de 18% d'intérêt sur de l'Ether et de l'Ether staké. C'est plutôt sympathique, en tout cas moi c'est des pools que je trouve assez intéressantes, mais honnêtement si vous avez moins de 500$, c'est peut-être pas très intéressant d'aller dessus parce que les frais sur Polygon ZKEVM, vous allez voir, ils sont pas très très sympathiques. Et en plus, on avait commencé la vidéo justement sur Etherscan. D'ailleurs, je n'avais pas spécialement commenté. Mais voilà, les frais commencent à repartir un petit peu à la hausse. Vous voyez qu'au moment où je fais ma vidéo, on est à 50. Alors, quand on regarde la dernière semaine, on voit qu'il y a quand même des horaires à privilégier, notamment le matin, le week-end au matin, surtout le dimanche aussi. En général, le dimanche. Vous voyez que c'est plutôt clair. Plus c'est foncé, plus les frais sont élevés. C'est vrai que là, on rentre un petit peu dans les heures de pointe sur Ethereum. Là, il est à peu près 16h au moment où je fais ma vidéo. Entre 16h et 20h, c'est le pire moment pour faire des transactions. En tout cas, 16h, 20h, heure française. Et pour terminer, on a Vitalik Buterin qui nous a partagé un petit peu son ressenti autour des technologies, intelligence artificielle, etc. Et son point de vue sur la chose, c'est qu'il y a des dangers derrière nous et que devant nous, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous, notamment des chemins plus négatifs, plus positifs, à voir dans quel sens on va aller. Je sais que les avis sont très partagés autour des intelligences artificielles.
Il y en a qui pensent que c'est une catastrophe, etc. Il y en a qui pensent que ça va amener plein de choses cool à l'avenir. Personnellement, je trouve qu'on arrive un peu sur une révolution de la société. Après, on va voir si ce sera plutôt négatif ou plutôt positif, mais je pense qu'on pourra en tirer des choses positives et que pour l'instant, comme tout est très nouveau, etc., on a du mal à cerner exactement comment cette technologie va s'appliquer, etc. Mais je pense qu'on la noircit un petit peu trop, cette technologie des intelligences artificielles, même si je suis d'accord. Je sais, je me mets un petit peu, j'ai un peu le cul entre deux chaises, mais c'est vrai que je suis d'accord que pour l'instant, ça a l'air d'être assez monstrueux, que ça va remplacer pas mal de métiers, etc. Mais moi, dans certains domaines, je vois ça plus comme un nouvel outil qui apparaît, qui émerge, et qui permettra sûrement de développer la créativité des artistes, par exemple. On verra comment ça va se passer, mais n'hésitez pas à me dire votre avis par rapport à ça. Je voulais terminer la vidéo avec un petit côté philosophique, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.